Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live LinkedIn, pour ce nouvel événement The Product Crew. On est très content de recevoir Quentin, qui est TAM chez ShipUp, pour un sujet sur l'optimisation, l'amélioration de son time to fill, un sujet qui est évidemment au cœur de toutes les problématiques de recrutement. Donc Quentin, avec qui on travaille depuis un peu plus d'1 an, donc on a vu l'évolution de ShipUp, du recrutement et l'amélioration du process. Donc c'était une très belle occasion aujourd'hui de pouvoir en faire profiter tout le monde et de voir l'approche hyper moderne, hyper analytique de Quentin pour améliorer ce time to fill et continuer. En fait, c'est une amélioration qui ne s'arrête jamais. Quentin, merci d'être là. Je te donne la parole. On va partir sur une première présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur LinkedIn. Et après la présentation de Quentin, on pourra commencer à y répondre tranquillement. Quentin, c'est à toi de jouer. Salut Stan, merci de me laisser la parole pour aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Si tu peux juste me confirmer qu'on voit bien la slide. Oui, c'est bon. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du recrutement des comment structurer son processus de recrutement. Donc pour pouvoir mener ce sujet, je l'ai découpé en 5 parties. En plus, la partie contexte, je vais redonner un petit ShipUp quand je les ai rejoints et puis par la suite, quand on a pu faire ce travail. Il y aura une partie aussi de comment lancer ce projet et surtout convaincre le top management sur l'importance de structurer son processus et comment il peut avoir un impact sur le business de l'entreprise. Ensuite, plus le mode opératoire, comment revoir et définir son nouveau processus et bien entendu mesurer l'impact de cette initiative et de voir si ça a été un succès ou non et quel est l'impact derrière sur le recrutement. Et puis, juste une petite anecdote à la fin sur d'autres initiatives qu'on a menées aussi en parallèle pour pouvoir donner du contexte sur tous ces résultats qu'on a pu obtenir. Il y a cette partie structuration du processus, mais effectivement, il y a d'autres initiatives qu'on a menées avec l'équipe technique. Donc, au niveau du contexte, ShipUp, on a été cofondé en 2016. Aujourd'hui, on est à New York City, mais globalement, on essaye de tacler toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Et puis, l'an dernier, en fin d'année, on vient d'être racheté par Global Blue, qui est un leader de la détaxation et qui souhaite diversifier ses opportunités autour du post-purchase. Donc, ça fait sens de racheter ShipUp. Aujourd'hui, on a à peu près 60 employés pour 10 profils tech. Je ne compte pas l'équipe product dedans. Et donc, la mission, on va dire, de ShipUp, c'est de permettre justement aux marques de reprendre un peu le contrôle de cette partie la plus difficile à gérer en termes d'expérience client, qui est le post-purchase. Et grâce à ShipUp, on va permettre 2 choses. Un, de générer plus de revenus parce qu'on va fidéliser les clients. Et puis, on va aussi réduire les coûts d'assistance sur des thématiques assez classiques. Où est mon colis? Pourquoi j'ai pas une nouvelle? Et puis, nous, on va essayer de permettre à ces marques d'être proactifs, de prévenir avant s'il y a le moindre incident et qu'est-ce que ça implique pour eux, pour que l'expérience soit toujours meilleure et puis qu'ils soient fidélisés. En 2021, donc c'est au moment où je suis arrivé. À ce moment-là, en fait, on est plutôt en phase de série A, tout début de cette phase de scale. Et donc, à ce moment-là, on a dans l'équipe technique un CTO qui a un rôle de fondateur et 2 lead développeurs qui sont vraiment impliqués dans le processus. Les développeurs, à ce moment-là, ne participent pas au process. Par contre, il y a bien entendu déjà un processus de recrutement. Il y a aussi un plan de carrière, mais les 2 ne sont pas forcément alignés. Et puis, côté recrutement, il n'y a pas réellement de ligne directrice ou de principe ou de documentation. En fait, le savoir est directement chez le CTO et ses lead développeurs qui connaissent leur processus. Mais il n'y a aucun moyen aujourd'hui de récupérer des informations à part en discutant avec eux. Donc, après à peu près 1 an, donc l'objectif était de voir un petit peu ce qui se passait et d'essayer de voir comment
quelles sont les conclusions de ce processus de recrutement, s'il y a des pains. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les questions dans les entretiens peuvent différer d'un candidat à un autre. Forcément, il y a des biais indirects, mais quand même, ils sont bien présents et ils impactent l'évaluation. Il y a un certain désalignement entre les intervieweurs. Certains vont préférer plus ce type de critères, d'autres un critère différent. On n'a pas de données ou de support écrit qui permettent de contester ces décisions. Aujourd'hui, quand quelqu'un interviewait, j'avais uniquement la réponse de pourquoi on avance ou pourquoi on n'avance pas, sans essayer d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'il a répondu à cette question, comment il s'est déroulé sur le test technique. Et puis, il était aussi assez difficile d'intégrer un nouvel intervieweur puisque pour former, on n'a pas structuré, on n'a pas documenté et donc ça prenait beaucoup plus de temps. Et en plus de ça, on a fait un recrutement d'un développeur senior. Il nous a pris quasiment 1 an pour le trouver. Entre le moment où on a ouvert le poste, donc le time to fill, c'est le moment où on ouvre le poste et on a une offre acceptée. Et donc, il s'est passé à peu près 240 jours à peu près. Donc, l'initiative, pour essayer de résoudre tous ces pains, c'est de structurer, de scaler notre processus de recrutement. On a suivi quand même la méthode, la E-méthode, qui est assez connue, qui est du book de Wu. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cette méthode où il y a pas mal de documentation en ligne. Les grands principes, je dirais, de cette méthode, c'est la mise en place de scorecard. Donc, quel est le besoin? Et puis, la mise en place d'entretiens structurés, c'est vraiment structurer le processus de recrutement pour que justement, on pose les mêmes questions aux candidats, qu'on puisse mieux comparer, qu'on puisse appuyer nos décisions avec de la donnée. Et donc, ça faisait sens de suivre cette méthode par rapport aux enjeux qu'on avait en 2021. Donc, on arrive un petit peu sur la phase où, comment fait-on pour lancer, justement, ce projet de structuration et de scale du processus de recrutement? Ça va dépendre un petit peu aussi du contexte de l'entreprise. Est-ce que vous êtes le recruteur tech ou, vous êtes directement le partenaire tech? Heu, dans notre cas chez ShipUp, forcément quand je suis arrivé, c'est moi qui étais à l'initiative de lancer ce projet. Mais pour pouvoir convaincre le top management, effectivement, il fallait que m'associe avec un partenaire tech, que je définis. Et donc ce serait la personne qui est responsable de l'équipe engineering et qui va avoir un impact beaucoup plus fort sur les enjeux tech à venir et qui va pouvoir un peu influencer le top management sur pourquoi il faut prioriser cette initiative. Donc premièrement, le premier enjeu, c'est trouver ce partenaire tech et l'identifier au sein de l'entreprise. Lui présenter les pains, appuyer ça avec de la donnée, données de recrutement, comme le time to fill par exemple, qui prend beaucoup de temps. Donc ça veut dire que ça va avoir de l'impact sur le business. Présenter justement l'initiative et les bénéfices, qu'est-ce qu'on attend comme résultat et pourquoi. Et puis expliquer à quel point ce projet peut avoir un impact sur la vision d'entreprise, sur les objectifs business. Je parlerai un petit peu plus du cas pratique où je vous donnerai des exemples. Et si besoin, ça peut arriver, ça dépend un peu de la maturité du profil du partenaire tech. Dans mon cas, je n'ai pas eu ce besoin de rejeter les fausses idées, mais ça peut arriver de devoir rejeter aussi les fausses idées sur le recrutement. Un exemple, c'est pour moi le recrutement, c'est au feeling et uniquement, il y a des moyens de contrer justement ces arguments, de montrer pourquoi structurer son entretien peut avoir beaucoup plus d'avantages que le feeling. Une fois qu'on a trouvé ce partenaire tech et qu'on l'a convaincu, forcément, il faut créer un groupe de travail. Et donc pour ça, il faut avoir un objectif très clair. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce groupe de travail? Trouver des volontaires. À ce moment-là, c'est plus pertinent de demander au partenaire tech de s'en occuper, puisque c'est ses équipes. Et donc, il saura quelles sont les personnes qui peuvent allouer du temps ou qui sont volontaires, parce que c'est vraiment une initiative au volontariat. On n'a pas imposé à des développeurs de venir travailler sur ce projet. Et puis après, je ne rentre pas dans le détail sur la partie project management, mais forcément, il faut le cadrer au début, pouvoir configurer un système de suivi et puis aligner, expliquer les attentes de tout le monde. Donc, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé chez ShipUp? Le VP Engineering venait de rejoindre l'entreprise et donc, ça pouvait être aussi le bon moment pour lui, tout simplement de découvrir un peu mieux le processus, de pouvoir se faire la main sur qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui, de voir un petit peu plus les pains.
Donc, j'ai pu assez facilement l'impliquer. Et puis, il y a eu aussi cet enjeu pour convaincre sur le projet où j'ai dû convaincre aussi le CTO pour lui montrer les bénéfices de ce projet. À ce moment-là, ShipUp avait 3 objectifs qui étaient d'innover au niveau du produit, d'internationaliser, donc surtout d'adapter le produit à l'international et de scaler, donc de commencer à recruter davantage pour pouvoir avoir une meilleure force de frappe. Ce qui était bien, c'est que ce projet de structuration a un impact sur les 3 objectifs. Si on veut pouvoir innover plus rapidement, il faut qu'on puisse recruter plus facilement. Si on veut pouvoir adapter le produit à l'international, il faut de la ressource en interne et le plus tôt possible. Et puis, pour pouvoir scaler, on est clairement sur des enjeux humains. Donc, ce projet de structuration intervient dans les 3 objectifs business et là, ça faisait tout de suite sens. Au niveau des objectifs clairs, scaler le processus de recrutement et aussi améliorer l'évaluation des compétences pour vraiment être sûr de qu'est-ce qu'on veut évaluer, comment on s'y prend et qu'est-ce qui est une bonne réponse ou non. Le groupe de travail, donc c'est le VP Engineering qui est vraiment mon partenaire tech avec qui on travaille et qu'on est honneur de ce projet. Et on a eu en volontariat un lead développeur qui, du coup, lui avait plutôt la connaissance du processus de recrutement. Et on voulait aussi impliquer des développeurs puisque l'objectif sera de les impliquer davantage dans ces processus, puisqu'on veut le scaler. Donc, ça veut dire intégrer plus d'intervieweurs, à ne plus être limité uniquement à notre CTO et les 2 lead développeurs. Et donc, pour ça, on a rajouté ces 2 développeurs. Donc, on était un groupe de 5. Et au niveau des attentes, l'objectif au niveau des attentes, c'est de mettre en place les scorecards, les entretiens structurés, donc structurer le processus de recrutement, revoir l'existant et construire un nouveau processus qui répond à tous nos pains. Et puis à la finalité, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir, de nouveaux intervieweurs, que notre CTO puisse sortir du processus et que les lead développeurs puissent se reposer davantage sur d'autres ressources, en interne. Hop. La slide, super. Alors, comment on s'y prend pour revoir et définir le processus? Il y a 8 étapes identifiées. En tout cas, c'est pas j'ai pas la prétention d'avoir un framework qui est utilisé pour tout le monde, mais nous, en tout cas, on a suivi ces 8 étapes. Et donc, dans ces 8 étapes, il y a forcément au début une première mise en place des objectifs, des success metrics, d'un rétro-planning. Ensuite, il y a aussi toute cette partie des contraintes. Qu'est-ce qu'on veut garder? Parce qu'il y a sûrement des très belles choses que vous aussi, vous pouvez avoir dans votre entreprise qu'on a envie de garder et que on veut se limiter et faire bien attention de garder ces exigences. De la définition des besoins, le plus important, c'est qu'est-ce qu'est le développeur idéal chez ShipUp ou dans votre entreprise? Aligner en fait aussi ce besoin à des besoins business. Qu'est-ce qu'on attend justement d'un développeur quand il va rejoindre les 3 mois, les 6 mois, les 1 an, par rapport aussi au business? Revoir l'existant, donc qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui ne fonctionne moins bien et qu'on veut changer. Et puis, enfin, bien entendu, toute la partie construction du processus qui est la partie la plus lourde, je dirais. Dans la partie construction du processus, on reste au niveau sur les étapes bloquantes, comment est un peu le format. Et puis par la suite, on va aller un peu plus dans le détail avec les questions d'entretien, quel est le contenu du test technique, pour finaliser vraiment chaque étape. Et les 2 dernières parties, c'est comment faciliter la coordination, ce qui signifie, qu'est-ce qu'on transmet au candidat entre les étapes? Comment on transmet un feedback négatif? Quelles sont les actions que le recruteur doit mener entre les étapes? Est-ce qu'il doit, à la fois expliquer à l'oral, envoyer une invitation, mais qu'est-ce qu'il met dans l'email? Donc c'est vraiment toute la coordination pour faciliter le processus de recrutement. Et à la fin, créer tout un programme de formation puisque on recrute des développeurs, on en a des nouveaux qui rejoignent l'entreprise et on veut, s'ils le souhaitent uniquement, participer à, ces processus de recrutement. Parce qu'on pense que ça fait aussi, partie un peu de la carrière de journée du développeur de monter en compétence sur les recrutements. Notamment, si on veut suivre des tracks, plus aussi de management, c'est sûr que ça fait sens. Donc, première étape, les objectifs Success Metrics et le rétro-planning. À ce moment-là, on a, plutôt, on est encore que 2. On est avec le partenaire tech, donc dans mon cas précis, notre VP Engineering et moi-même. Et on a pour objectif de comprendre les objectifs de ce projet, les moyens de mesure qui vont permettre de déterminer si le projet sera une réussite, et puis, forcément un peu le rétro-planning. Donc, les objectifs qu'on a obtenus, c'est de scaler le processus de recrutement
Et donc, ça veut dire qu'on aimerait inclure d'autres développeurs dans la boucle pour pouvoir avoir plus de force de frappe et de pouvoir mieux répartir les ressources sur la charge de recrutement. On voudrait aussi améliorer l'évaluation des compétences. Donc, ça veut dire pouvoir mieux assess les compétences techniques, mais aussi les compétences soft skills, savoir comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'une bonne réponse, comment on peut mieux juger et appuyer sur nos décisions et pouvoir mieux challenger les décisions aussi des intervieweurs. Et donc, sur ces deux objectifs-là, on s'est dit, pour le scale, ce qui serait important de voir, c'est le nombre d'intervieweurs, est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on a aussi un temps de formation qui est très lourd ou pas? Ça peut permettre de voir si on peut vite scaler le processus de recrutement. Et puis, pour l'amélioration des compétences, c'est de voir combien on a de personnes qu'on a validées et qui démarrent chez nous, et ce qui finalement reste, ou est-ce que nous, on est satisfait aussi de leur performance. Et puis, on estime forcément une seniorité à la fin de ce processus. Est-ce qu'au final, lors de la phase d'onboarding où ils doivent confirmer la seniorité qu'on a estimée, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'au final, on est capable d'avoir un bon assessment durant le processus de recrutement? Et puis pour le rétro-planning, je ne rentre pas plus dans le détail parce que ça peut être assez lourd, mais globalement, on en a eu pour 6 mois de projet et on a plutôt adapté les ressources en fonction des sprints et de la roadmap produit, des ressources que l'on peut allouer pour les développeurs. L'objectif qu'on avait quand même avec le VP Engineering était de faire en sorte d'optimiser du mieux possible les ressources des développeurs pour que ça impacte le moins possible cette roadmap produit, vu qu'on est encore assez petit. Ensuite, pour les contraintes. C'est assez simple. On est resté aussi encore une fois avec le VP Engineering. Ce que j'avais dit, c'était vraiment, il y a des principes qu'on veut garder, qu'on proposait peut-être déjà dans notre processus actuel. Et donc, on voulait absolument les avoir en tête. Qu'est-ce qui est important de garder dans notre nouveau processus de recrutement? Ce qui en est ressorti, c'était surtout d'offrir la meilleure expérience possible aux candidats, d'avoir toujours un processus efficace, donc ça veut dire rapide, et en même temps réactif. C'est-à-dire si un candidat nous dit qu'il est en fin de processus dans d'autres entreprises, comment on peut faire en sorte d'être réactif pour pouvoir aller vite au bout du process et pouvoir faire une offre si jamais on est satisfait, on a envie d'avancer ensemble, de pouvoir faire une offre à temps pour augmenter nos chances de le convaincre de nous rejoindre. On veut garder aussi un bon taux de fin de période d'essai. On avait dans nos recrutements, quand je suis arrivé, il est vrai qu'on n'a pas eu de fin de période d'essai liée à un manque de performance. Et donc, c'était important pour nous de garder aussi ce point de vue-là. Et on a aussi cette réputation d'avoir des exigences assez élevées. Et ça, on veut les garder parce que c'est des principes qu'on a dans l'entreprise au niveau plutôt global. Et donc, forcément, on veut les aligner. On veut l'aligner au recrutement. On va aligner le recrutement à la culture d'entreprise qui est un peu cette notion d'exigence. On arrive sur cette partie des scorecards. Donc, la scorecard, ce que je disais pour rappel, c'est de comprendre rapidement quelle est la mission d'un développeur, quels sont les résultats qu'on attend au début, quelles sont derrière les compétences qui sont attendues pour pouvoir atteindre ces résultats. Et donc, c'est la partie, je dirais, une des parties les plus importantes. C'est d'abord, avant de tacler ce processus de recrutement, c'est de tacler ce besoin, de savoir exactement qu'est-ce qu'un bon développeur senior, confirmé, junior, lead, en fonction de la seniorité. Qu'est-ce qu'on attend comme résultat et comme KPI et les compétences. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à impliquer les développeurs. Et donc, on avait pour objectif de créer des scorecards de ce que nous, on appelle IC2 et IC3, donc un développeur confirmé senior. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne recrute pas de junior pour le moment. Et donc, on a préféré se focaliser sur les profils qu'on recrute plutôt en ce moment. Et le jour où on aura besoin de recruter des profils juniors, on fera une itération et on adaptera, on créera une scorecard IC1. Donc là, je vous ai partagé en bas à gauche un exemple de la scorecard. Donc là, c'est plus l'IC3. On en a fait une pour aussi l'IC2. Et puis, comment un petit peu ça s'est déroulé au niveau du format. On a fait un premier workshop de lancement où justement je présente un peu le concept de la scorecard aux développeurs, à notre partenaire tech, comment elle fonctionne la scorecard, qu'est-ce qui est attendu, comment on est censé la remplir.
et puis après, assez rapidement d'expliquer les attentes, puisque ce n'est pas à moi de produire justement ces scorecards, je ne serais pas en mesure de définir, qu'est-ce qu'un bon développeur chez ShipUp, et donc c'est pour que, en fait, donner toutes les clés pour que les autres puissent derrière, par la suite, produire. Donc la production, on l'a estimée à un sprint. Nous, nos sprints sont de 2 semaines, et donc ils ont dû allouer, je crois, une demi-journée chacun, pour travailler, peut-être une journée, je ne me souviens plus exactement, mais voilà, on a réussi à le mettre sur le temps d'un sprint. L'objectif était quand même de rester assez efficace. Et donc à la fin, on a fait plutôt un workshop de conclusion de 2 heures où les développeurs présentaient justement leur propre version de scorecard. Ensuite, on essayait de consolider, de voir, OK, quelle est la scorecard qu'on a estimé un petit peu qui matchait le mieux, quels sont les blocs des autres scorecards qu'on aimait bien et qu'on voulait garder. Et donc, il y a eu toute une session de débat où on faisait des améliorations, on adaptait. Donc là, on faisait ça plutôt ensemble. Et à la fin, donc, on avait ces 2 scorecards, Dicey 2 et Dicey 3. Donc, les besoins étaient définis. Il est temps maintenant un petit peu de revoir notre processus. Et donc, pour revoir notre processus, on est resté aussi les 3 différentes personnes, donc le partenaire tech, les développeurs et moi. Ce qu'on a d'abord essayé de faire, et c'est plus notre VP Engineering qui s'en est occupé, c'était de récolter les feedbacks pour comprendre le fonctionnement actuel de notre processus. Ça, c'était assez important, c'était de voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quels sont un peu les avis justement des intervieweurs, mais aussi des candidats. Ce qui est bien, c'est que les intervieweurs d'aujourd'hui ont été aussi des candidats. Les développeurs qui venaient de nous rejoindre ont été candidats, donc on a pu avoir rapidement des insights. Et puis ensuite, on a fait plutôt une session, un workshop où justement là, on présentait les différents feedbacks qu'on a pu récolter. On en a aussi demandé à notre lead développeur de présenter le processus actuel pour que tout le monde puisse bien se rappeler de qu'est-ce qui est attendu à chaque étape et pourquoi. Et puis, on a essayé aussi d'identifier les points douloureux bloquants si on devait impliquer un nouveau développeur. Pardon. Et donc, pourquoi on voulait aussi se poser la question des points douloureux si on impliquait un nouveau développeur? C'était de voir qu'est-ce qui est compliqué, si on veut l'inclure, de quoi il a besoin pour savoir de qu'est-ce qu'il faut qu'on tacle. Donc, au niveau des résultats, j'ai un petit peu réuni les grandes lignes. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, mais ce qui a été retenu dans les feedbacks, c'était que dans notre processus, on a un entretien fit, on en est plutôt content. Il répond très bien aux besoins. La durée des étapes est suffisamment longue et courte. On était plus sur des sessions d'une heure, une heure et demie. L'API interview, qui est un de nos entretiens techniques, aussi était plutôt satisfaisant. On arrivait bien à assess ce qu'on voulait vérifier. La flexibilité du format de l'entretien, c'était plus du remote, du on-site. Notre réactivité, on arrivait aussi à être plutôt à vite raccourcir le processus si besoin. Par contre, il y avait des axes d'amélioration, notamment l'algo. Il y avait trop d'étapes bloquantes. Il y avait aussi un time to hire qui était assez long. En fait, on mettait en moyenne 1 mois entre le candidat qui démarrait le processus et qui allait jusqu'au bout, ce qui pour nous était un peu long. On voulait plus le descendre à 2-3 semaines. Et on pouvait avoir certaines redondances des questions entre différents entretiens. Et au niveau des pains de nos nouveaux intervieweurs, c'était principalement en fait un manque de contexte, c'est-à-dire pour comprendre la recherche, quelles étaient nos exigences, le contexte de ce recrutement, de structure. Si on devait avoir un peu plus de documentation, de lignes directrices, avoir un support, et puis aussi du temps pour pouvoir passer ces processus de recrutement, puisqu'il y a la roadmap produit. Pardon. Et donc, une fois qu'on a compris justement qu'est-ce qu'il faut qu'on tacle et qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, on a construit notre nouveau processus de recrutement qui est la partie la plus longue. Et donc là, en termes d'objectifs, c'était de construire les principales étapes, mapper les compétences de la scorecard avec ces étapes, et puis aussi vérifier à nouveau si on répond bien aux objectifs, aux contraintes qu'on avait définies.
Comment on s'y est pris? On a d'abord fait un premier workshop avec le partenaire tech sur préparer justement toutes ces sessions qui allaient venir, d'idéation, de présentation, de vérification, de production. Et puis, on a un peu mappé aussi déjà les compétences avec notre ancien processus pour voir si déjà notre processus d'avant est-ce qui répondait à tous les critères qu'on avait maintenant définis avec nos scorecards. Qui était un exercice assez marrant à faire de voir si en fait notre processus d'avant fonctionnait bien. Et donc, on a eu un premier workshop d'idéation où là, on se posait beaucoup de questions. Par exemple, quelles étaient les étapes importantes? Quelles étaient les étapes bloquantes? Heu, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu quel format on veut proposer, les objectifs, et qu'est-ce qu'on veut vérifier très rapidement avant d'impliquer des ressources tech en interne. Que voulons-nous vérifier pour chaque étape? Donc vraiment, grosse session de brainstorming. Et une fois qu'on avait un petit peu notre framework qui est juste ici, où on a nos différentes étapes, à ce moment-là, on a défini des honneurs de chaque entretien et c'est à eux de produire et d'aller un peu plus dans le détail de comment on va quelle est exactement cette étape, la durée, le format, qu'est-ce qu'on vérifie, est-ce qu'on fait un test technique, est-ce qu'on fait un échange, c'est un peu toutes les questions qu'on doit se poser. Et donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, on a un dernier workshop qui est plus de présentation de chaque étape, où là, chaque honneur va présenter son étape au détail. Et puis, on va challenger, on va transmettre nos feedbacks, faire des améliorations. On va à nouveau vérifier le mapping avec la scorecard. Et donc, par rapport à ce qui a été proposé, est-ce qu'on a bien toutes les compétences qui sont au bon endroit? Et puis, comme je vous avais dit, les contraintes. Donc là, c'était plus la finalisation de nos objectifs et nos contraintes. Et donc là, à la fin de cette étape, normalement, on a un processus avec des étapes clés, les compétences à vérifier. Et maintenant, on peut aller encore plus dans le détail de quelles sont les questions, quel est le test technique. Et donc là, on produit. C'est vraiment pas juste dire on va faire une session de live coding ou on va challenger de l'API. Là, c'est exactement quel est l'exercice, qu'est-ce qu'on pose comme question, combien de temps il dure, quelles sont les étapes de ce test. Pareil après, quelles sont les questions qu'on pose en entretien, qui sont plus de la méthode STAR, des questions situationnelles ou comportementales. Et donc, pour la partie questions, entretien et test, une fois qu'on a défini les étapes et le contenu, comment on s'y est pris? On a fait surtout de la production, où on a réparti, comme je vous l'ai dit, pour le lead dev, le recruteur tech, les développeurs. Donc, dans notre cas, le lead dev était plus en charge du homework, du top grading, les développeurs des entretiens techniques et moi, je m'occupais plus des entretiens un peu plus RH, screening et fit. Et donc à la fin, on a donc une page Notion où on a toutes nos étapes juste ici, qui sont documentées. Et là, je vous ai mis partagé celui du screening où on a un peu le workflow, comment ça se déroule, quelles sont les actions à mener, qu'est-ce qu'on veut vérifier, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question à la fin de l'entretien aussi, pour prendre notre décision. Une fois qu'on a donc tout ce processus, il reste une dernière chose maintenant à mener, c'est quelle est la coordination qu'on met derrière tout ça? Et donc, quel est le support, d'évaluation? Quelles sont les informations qu'on doit transmettre aux candidats? Quels sont les emails, les invitations? Qu'est-ce qu'on met dedans? Pourquoi? Et donc pour ça, on était encore une fois tous les 3 différents personas. On a d'abord, nous, plus, pour soulager les développeurs avec le VP Engineering, produit, tout ce qu'on pensait sur la partie coordination. On l'a présenté sur un workshop, où on présentait justement, les différents, moyens pour bien expliquer aux candidats l'étape, les emails et eux, ils nous challengeaient et puis à partir de là, il y a eu un dernier travail de production, pour finaliser et avoir, justement cette documentation qui est juste ici, qui nous explique exactement qu'est-ce qu'on explique à l'oral, qu'est-ce qu'on met dans l'invitation, quelles sont les actions que le recruteur doit mener, comment, on définit aussi qui est le reviewer d'un homework, est-ce qu'il y a une rotation ou pas? Et puis voilà, pour les grilles d'évaluation,
qui sont juste ici. Donc là, c'est utilisé par nos développeurs où on a exactement des grilles de notation. Donc on se pose aussi les questions. Comment on score? Est-ce que c'est des pouces? Est-ce que c'est des points? Est-ce que c'est des strong go, no go? Et puis sur quel format on fait ça. Pour finir, on a donc ce programme de formation où là, on a décidé de soulager les développeurs et de plutôt travailler à deux. Où à ce moment-là, on a défini l'objectif était de définir notre processus de formation. Concrètement, on a plutôt travaillé en asynchrone et on s'est synchronisé à la fin sous forme de workshop, encore une fois. Et donc, on a une partie qui est plus théorique où on explique exactement qu'est-ce que le développeur idéal, comment fonctionne le scorecard, comment mener un entretien d'embauche, comment mettre une personne dans des conditions de succès, comment éviter les biais. Donc c'est très général. Et puis, il y a une partie plus pratique où là, ce qu'on a défini, c'était 2 shadows d'interview pour une étape avec quelqu'un qui sait le faire et qui mène. Et puis après, on fait 2 reverse shadow. Où donc là, la personne qui est en formation drive l'entretien et shadow par quelqu'un qui sait faire mener cet entretien. Et donc là, il y a cette partie de feedback et de l'amélioration. Et une fois qu'on a passé cette partie théorique et qu'on a fait ces 4 entretiens, on est officiellement un intervieweur certifié pour cette étape. On en arrive donc un petit peu à la mesure de l'impact de ce projet. Donc comme je vous ai dit, ça prend 6 mois. En tout cas pour nous, ça a pris 6 mois. À la fin, donc en fait, on a nos besoins, on a un nouveau processus, on a des objectifs, on a aussi toute la coordination qui est soulagée, on a toute la documentation, c'est facile de former. Et donc, comment on a fait un petit peu pour voir l'impact de ce projet? Donc, sur nos objectifs qui étaient de scaler notre processus, donc d'ajouter des intervieweurs, on en a ajouté 33%. Aujourd'hui, 78% de nos développeurs sont des intervieweurs. Notre CTO est aussi sorti du processus. Il pourrait les mener, mais maintenant, on peut le soulager. Il peut se focaliser sur des sujets qui sont plus prioritaires pour lui. Et on met 1 mois en général pour former un développeur sur les processus. Ça dépend en fait du volume de candidats, hein. Forcément, s'il faut mener 4 entretiens, ça dépend aussi de combien on fait d'entretiens par semaine et combien j'arrive à en amener dans le pipe. Et au niveau de l'amélioration de l'évaluation, pour l'instant, 0% de fin de période d'essai. Donc, on est plutôt satisfait de tous nos nouveaux recrutements, qui sont au nombre de 3 depuis qu'on a ce nouveau processus. Et pour l'instant, 100% de réussite sur l'estimation de la seniorité aussi. Côté recrutement, l'impact le plus fort, c'est le time to fill. On a divisé par 3 hein, la durée de nos recrutements. Donc pour rappel, c'est encore une fois la personne, au moment où on ouvre le poste et au moment où on a staffé ce poste. Donc avant, on mettait 248 jours. Aujourd'hui, on met à peu près 2 mois, 2 mois et demi pour recruter un développeur confirmé ou senior. Il y a aussi le temps consacré pour moi en tant que recruteur, où je mets très peu d'efforts. Aujourd'hui, je me focalise plus sur les autres processus qu'on n'a pas encore eu le temps de structurer, qui demandent un plus de travail d'alignement entre tous les intervieweurs et de s'assurer qu'on vérifie bien les bons éléments. Il y a aussi toute une partie un peu de construction du processus. Ici, tout est documenté, déroulé. Je pourrais même aujourd'hui prendre un recruteur junior et le mettre en charge des recherches de développeurs, tellement aujourd'hui, tout est bien mis en place et tout déroule. Les intervieweurs savent aussi ce qu'ils ont à faire et pourquoi. On a aussi dans notre processus un drop rate de 3,5% depuis, qui, pour moi, me paraît peu. Le drop rate, c'est le nombre de candidats qui décident de décliner notre processus de recrutement durant toutes les étapes, pour X ou Y raison. Donc on a plutôt des candidats qui sont contents de notre processus et qui ont envie de passer les autres étapes. Et puis notre closing rate, donc c'est le nombre d'offres d'acceptées, qui est de 60%. On a même eu à un moment donné une situation où fallait faire un choix entre 2 développeurs parce qu'on n'avait qu'un poste et on en avait 2 en fin de processus. Donc très content des résultats justement de ce projet et de l'impact que ça a eu sur le recrutement et forcément l'impact que ça a sur le business derrière. Et enfin, pour finir, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'il y a eu ce projet de structurer le processus de recrutement, mais en même temps, on travaille sur d'autres initiatives avec le VP Engineering, hein. On a créé du contenu RH pour aider les candidats à se projeter. On a lancé un blog qui permet de partager justement nos connaissances, nos apprentissages. Et donc, pareil, ça permet aussi aux développeurs de mieux comprendre sur quoi l'équipe travaille,
comment une personne qui a rejoint ShipUp a pu évoluer dans sa carrière. On a aussi celui qui a eu un fort impact. Là, on a lancé une politique de full remote, donc on ne recherche plus uniquement sur Paris. Et forcément, ça facilite les recrutements. Et on a aussi lancé tout un programme de relocalisation qui, en fait, est très attractif et qui est un super levier aussi que je recommande en termes d'initiative pour justement recruter des profils, puisque les profils étrangers sont souvent plus enclins à venir à Paris qu'un profil qui est plus en dehors de l'Île-de-France, mais qui est en France, quoi. Et voilà pour moi. Je ne sais pas si il y a des questions, mais j'imagine. Yes, merci beaucoup Quentin pour ce deep dive dans ce processus, c'était hyper intéressant. On va avoir quelques questions. Juste avant, ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être dans les participants l'idée de où vous en êtes vous, dans votre time to fill, éventuellement les objectifs que vous fixez. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'insights dans ce que tu as dit, Quentin, qui peuvent être vraiment activables. Et donc, on a des questions. N'hésitez pas à continuer de les poser, on va les prendre. Juste avant ça, j'en profite pour annoncer que avec The Product Crew, on officialise le lancement de la communauté Tech Recruteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc là, on vous a mis un QR code, ce qui va vous permettre de recevoir chaque mois des tips en tout genre sur comment améliorer son process de recrutement au quotidien. Des ressources spécifiques pour notamment améliorer le sourcing et l'acquisition. Là, on a un gros dossier qui va partir demain sur cette partie-là, auquel, Quentin, tu as contribué avec une dizaine d'autres TAM. Donc, grosse ressource, on va en faire vraiment régulièrement, focaliser sur toute cette partie-là, pour focaliser aussi sur les événements recruteurs, que voilà, si vous voulez recevoir uniquement les événements de ce type et pas forcément tout le reste sur vraiment les verticales métiers, vous pouvez rejoindre cette communauté-là et on essaiera au maximum d'apporter des outils, comme on a l'habitude de le faire au quotidien chez The Product Crew, pour vous améliorer dans vos process de recrutement. Pour ce qui est des questions, on va prendre une première question, question de Maëlys, notamment autour du sourcing des candidats dev. Est-ce que vous avez changé votre manière de faire, vos plateformes peut-être, votre approche, votre message pour pouvoir aller sourcer les devs? Je dirais forcément, à un moment donné, on a eu, quelques mois après, je dirais 6 mois après, on a eu, un lancement d'une politique de full remote. Donc forcément, le scope des candidats est beaucoup plus large et donc c'est beaucoup plus facile de se trouver les bons profils. Parce que maintenant, on est ouvert à la France, mais aussi à l'Europe. Donc oui, après 6 mois, on a pu changer un peu notre approche de sourcing. Ce qu'on a pu faire aussi, c'est retravailler un peu les messages avec notre VP Engineering, puisqu'on a un outil de sourcing qui nous permet de mesurer justement un peu le taux d'ouverture de nos mails, le taux de réponse, mais aussi le taux de réponse positive. Et donc, en fonction de ces données, c'est assez facile de convaincre le partenaire tech, donc mon VP Engineering, qu'il faut qu'on retravaille les messages. Après, en réalité, sur la stratégie inbound, outbound, ou referral, non, on avait déjà mis en place une stratégie, on a un peu itéré dessus, mais c'est pas là où on a mis le plus d'efforts possible, quoi. On a gardé nos partenaires, on a gardé notre route stack technique et on a juste peut-être adapté nos messages, je dirais. Ok, ça marche. J'imagine que l'outil auquel tu fais référence, tu vas en parler aussi dans le dossier qu'on va partager demain. Donc, Oui. On vous invite à le récupérer. Peut-être sur la partie plus aussi dans ta relation avec le VP et petit à petit sur les devs. Donc, tu as beaucoup parlé des workshops que vous avez pu mettre en place. Jusqu'à quel niveau de granularité ils vont aller avec toi sur vraiment la compréhension technique de ce qui va être attendu auprès du candidat, à quel niveau comment ils vont te former, jusqu'où ils vont te former en fait pour vraiment essayer de comprendre, même si c'est pas toi qui vas proposer le test technique au candidat évidemment, mais jusqu'où ils vont aller te former, te préparer justement pour essayer de détecter des choses, que ce soit à la lecture de profil ou que ce soit même dans un premier entretien plus humain.
Si je comprends bien ta question, c'est à quel point le partenaire tech est impliqué dans la phase de pré-qualification du candidat? C'est ça que tu Alors, veux? ça peut être une des réponses, disons qu'à quel point est-ce qu'il est justement très impliqué ou est-ce qu'il va, toi, te former avec la scorecard en face pour te dire, voilà, cette compétence-là, voilà ce que ça veut dire et voilà comment on peut la détecter éventuellement en discutant. Ouais, ce qu'on a plutôt fait, c'était, en fait, durant la partie, de création du processus, le recruteur, il a plus, une posture de consultant. Je suis pas là pour produire parce que je suis pas justement, j'ai pas la connaissance pour savoir, qu'est-ce qui va faire qu'il faut qu'on mette cette compétence-là précisément, sur cette étape ou, que c'est exactement cette compétence-là qu'on veut vérifier par rapport au résultat attendu. Nous, on est plus là pour apporter, de la connaissance sur les entretiens structurés, sur la mise en place des scorecards, sur comment on va revoir notre processus, sur, quels sont les types de grilles d'évaluation, quels sont les types de supports, quels sont les types de notation. Donc on est plutôt sur du fonctionnel et puis, en fait, le partenaire tech, lui, est plus là pour cadrer le besoin, la scorecard et on a laissé plutôt les développeurs, produire. Donc c'était eux qui étaient force de proposition. Le VP Engineering était plus là pour challenger les décisions et apporter un petit peu un débat, s'il y avait besoin, de challenger, ou proposer des modifications et moi, à ce moment-là, en fait, c'est limite, il faut que je me rende le plus dispensable possible. C'est-à-dire que je pouvais me retrouver à un moment donné à un workshop et je sentais qu'en fait, ça y est, la dynamique était lancée et c'est dans ces moments-là où, en fait, c'est plutôt une réussite. Ça veut dire que, ils ont plutôt bien compris ce qu'il faut faire, ils sont en train de se poser les bonnes questions et donc là, il faut surtout pas forcément intervenir. Peut-être à la fin de challenger une décision, se dire: «Est-ce qu'on est sûr qu'on veut partir sur ça? Pour quelles raisons? Est-ce qu'on répond bien à l'objectif?» Mais dans le fond, c'est à eux de produire, c'est pas à nous en tant que recruteurs. Ok, très clair. Une question qui est posée, on a déjà eu cette conversation en plus. Quentin, qu'est-ce que tu entends par dev senior? Ah ouais, c'est vrai que je suis pas rentré dans le détail, ça dépend. Nous, donc, c'est plus, en fait, on ne définit pas une seniorité par rapport à des années d'expérience, pour être honnête. Donc on a, certains profils qu'on a recrutés, qui, sont, confirmés plus et qui ont peut-être 1 an et demi d'expérience, mais qui, en fait, avaient codé depuis très longtemps et on voit qu'ils ont beaucoup plus d'impact, que, ce qui est attendu, d'un profil junior, par exemple. Donc on va plus être, sur l'impact et des résultats, qui va permettre de déterminer la seniorité. Donc nous, on a un plan de carrière et tous ces résultats et l'impact qu'on a défini durant les scorecards est aligné avec ce plan de carrière aujourd'hui. Donc ce qui fait que quand une personne arrive dans le processus, on estime sa seniorité par rapport à ça et par la suite, une fois qu'il a fini son onboarding, il est aligné plutôt avec le plan de carrière. Ok, très clair. Du coup, est-ce que cette démarche que vous avez initiée d'amélioration, j'imagine qu'elle va continuer? Comment vous allez rechallenger ce que vous faites aujourd'hui? J'imagine que vous n'allez pas refaire, comment dire, reprendre le process de zéro. Qu'est-ce que vous mettez en place pour régulièrement essayer de rechallenger ce que vous faites et l'améliorer en continu? Ce qu'on voulait faire, surtout, pour l'instant, on n'a pas encore, fait une pure rétrospective sur tout ce qu'on a mis en place. On voulait attendre d'avoir du recul pour pouvoir avoir de la donnée et voir l'impact sur le plus long terme. On pense justement que ça va être le bon moment de se pencher dessus, donc on en a un petit peu discuté en interne. On le projette plus pour Q2 de voir exactement maintenant, on revoit un peu notre processus, donc je pense qu'on repartira un petit peu sur on reprend les feedbacks, mais on va avoir beaucoup plus d'opinions maintenant parce qu'on a beaucoup plus d'intervieweurs et moi, je suis là aussi pour leur apporter, de l'information qui vient des candidats et à partir de là, on va sûrement, à mon avis, revoir, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui, devrait être amélioré et en fonction de ce qui en ressort de ça, on définira des objectifs et on définira aussi des success metrics par rapport à ça. Mais ça sera forcément, à mon avis, beaucoup plus court. Sauf si on se rend compte qu'il y a énormément de pain à tacler et donc là, on mettra plus d'énergie. Mais le sujet est toujours façon, comment faire en sorte pour travailler sur ce sujet, itérer, sans non plus trop impacter cette roadmap produit parce qu'encore une fois, on a un plateau tech qui est encore assez réduit, hein. Yes, très clair. Tiens, on a Pierre de chez nous qui demande si ça a eu un impact aussi sur les autres recrutements tech, type
design, produit. Dans Mhm. quelle mesure il y a des choses qui peuvent être réappliquées sur ces autres métiers-là? Très bonne blague, Pierre, effectivement. C'est un bon sujet. Voilà un autre processus de recrutement qui me prend aujourd'hui plus d'énergie, qui est vraiment les product designers, parce qu'on n'a pas encore structuré le processus de recrutement. On a un process, mais il n'est pas entièrement structuré. Et donc, il faut savoir que notre head of product, elle, est arrivée plus tard. Elle est arrivée en septembre. Et donc, le temps de lui laisser le onboarding, donc il y a eu cette fin d'année. Et c'est un sujet qu'on est en train de tacler pour Q1 et qu'on est en train de finaliser. La seule différence qu'on a par rapport avec l'équipe de développement, c'est que l'équipe produit est encore plus réduite. On a 2 product managers et un product designer. Et donc, on est un peu contraint de le faire plutôt à 2, la head of product et moi. Et on implique moins les contributeurs individuels, contrairement à l'équipe technique où on a pu sélectionner 2 développeurs parmi 9 développeurs, quoi. Ok, très clair. Donc c'est en cours, Pierre. Très clair. Il y a des critères sur lesquels vous êtes totalement inflexible sur le recrutement des devs. On revient sur les devs, des no-go absolus. Ouais, nous, on aime bien donner la définition du product développeur. Et donc, il y a 2 critères là-dedans. Le premier, c'est même si on aurait en face de nous le profil le plus bon techniquement possible et qui clairement aurait beaucoup à apporter à l'équipe techniquement parlant. S'il ne s'intéresse pas à notre business, aux produits, aux décisions de design, à tout ce qui est UX, on risquerait de pas avancer parce que nous, on fait vraiment principalement du product development et nos product designers, nos product managers ont besoin de ces profils techniques pour, justement pas que la faisabilité, mais aussi sur des décisions, produits, clairement. Et donc, ça, c'est un premier sujet dès le screening où, même si j'ai peut-être quelqu'un en face de moi qui est très, très bon techniquement, si on parle que de stack technique et de microservices d'architecture, on risque de pas passer la prochaine étape et de même pas vérifier ses compétences techniques, effectivement. Un Ok. autre point aussi, qui est important pour nous, on jette toujours avec des effectifs où ce n'est pas que des collègues, on aime bien aussi passer du temps avec eux en séminaire, en déjeuner, en after work. Donc on essaie toujours de se projeter en se disant, OK, même si la personne est très bonne techniquement, si elle est vraiment très désagréable dans le but de sa personne et elle n'est pas du tout collaborative, clairement, on ne va pas avancer non plus. Of course. Of course. Alors, Benoît nous demandait, tu as un petit peu répondu, mais peut-être une synthèse sur vraiment la rédaction de la fiche de poste en elle-même entre toi et les devs. Tu en as un petit peu parlé. Il y a ces échanges, la construction des scorecards. Mais peut-être, je pense, la question, c'est vraiment très concrètement, cette fiche de poste, au moment où on a toutes les infos pour pouvoir la faire, qui prend la responsabilité, le lead de la faire et probablement de la déployer aux différents endroits où elle sera visible. Ouais, alors il faut bien différencier la scorecard avec la fiche de poste. Dans la scorecard, on met vraiment, les résultats qui sont attendus et les compétences. Dans une fiche de poste, on va aussi expliquer, quelle est l'organisation tech et produit, quels sont nos processus, quel est le process. Donc il y a vraiment d'autres informations. Donc la scorecard est clairement construite par les développeurs et le partenaire. La fiche de poste aujourd'hui, pour le moment, je pense que le plus pertinent, c'est que ça soit le partenaire tech qui s'en occupe, parce que c'est lui qui aura le plus de valeur ajoutée. Pour lui soulager un peu de son temps, je pré-mâche, je réalise la fiche de poste et forcément, il y a une review et des modifications qui sont apportées, de son côté. Et puis aujourd'hui, on a plutôt, construit une fiche de poste qui peut être, répliquée si jamais on ouvre un autre poste de développeur, à l'avenir. On fera sûrement des modifications, au fur et à mesure de notre évolution. Mais aujourd'hui, c'est pas une fiche de poste qui me prend beaucoup de temps. Donc je dirais, c'est pas en jours, je dirais, soit une demi-journée, soit la moitié d'une demi-journée. Ok, très clair. On va se prendre une dernière question. Elle a été posée plusieurs fois. Je ne sais pas dans quelle mesure tu vas pouvoir répondre exactement, mais les gens aimeraient avoir des noms de canaux. Ils veulent savoir quels sont tes canaux. Alors, est-ce que c'est la secret Ah, sauce, tu ne dévoiles pas forcément la recette de ton superbe plat. Donc, peut-être que tu en parles dans le dossier justement sur l'acquisition. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ça pour
les gens qui se posent ces questions-là, effectivement, qui sont une partie assez importante. Ouais, je reviens quand même sur forcément, il y a toute une stratégie de sourcing qui est hyper important, mais souvent la partie évaluation des compétences et alignement des stakeholders est souvent moins prioritaire. Et pourtant, on aura beau rajouter 300 candidats, mais si personne n'est aligné sur la recherche, si on ne sait pas exactement comment évaluer les compétences, même si on a énormément de pipe, en fait, on ne va pas réellement savoir quel est le bon candidat et peut-être qu'on va rater des bons candidats parce qu'on a eu un biais, parce que moi j'aime la voile et lui il ne l'aime pas. Donc sur des choses qui n'ont rien à voir. Donc je tiens quand même à rappeler l'importance de l'évaluation des compétences. Après, oui, sur la page Notion, je partage justement un peu les canaux inbound, aussi les partenaires avec qui je travaille côté outbound et comment on gère aussi la cooptation. Je dirais aujourd'hui que ce qui marche le mieux en termes de canaux, il y a clairement l'approche directe et dans les partenaires de confiance, pour la partie engineering, hâte de voir si The Product Group pourra répondre à ça, mais ça marche très bien côté product design pour info. Après, Talent.io est une belle plateforme, notamment pour si vous êtes ouvert à l'Europe. Ils ont énormément de volume de candidats. Et puis, 50 Talents de mémoire, Ignition Programme est bien aussi pour la partie tech. Et je suis en train de tester Muso en ce moment, qui arrive à aussi m'apporter des profils avec une belle seniorité. Mais les canaux, je trouve, qui marchent le mieux, c'est déjà d'ouvrir l'initiative qui a permis d'avoir le plus de pipe, c'est une politique de full remote et aussi la relocalisation. C'est un vrai levier pour acquérir de nouveaux candidats et c'est juste super de pouvoir attirer des profils internationaux à Paris, quoi. Ça, c'est top. Top, super, merci Quentin. Effectivement, comme tu le disais, c'est aussi sur ça qu'on accompagne nos partenaires, les clients avec qui on travaille. Et comme tu l'as effectivement évoqué, on vient d'ouvrir l'engineering, la data et les ops pour accompagner les recrutements sur le design du X, le produit. Donc, n'hésitez pas aussi, on serait ravis de pouvoir vous accompagner sur cette partie-là, sur ce recrutement. Merci infiniment, Quentin. Merci pour cette masterclass, pour Merci tes à toi. réponses, pour le contenu auquel tu as contribué, qui va sortir demain, tous les outils pour les recruteurs, les meilleures pratiques, etc., etc. C'était un vrai plaisir. Merci à tous et à toutes d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur le recrutement des profils tech en général. Très bonne journée, bon appétit. Bonne journée, bon appétit.